Imaginez un monde futur. On peut y faire ce que l'on veut. Partir du principe que la moitié de l'espèce humaine vit sur Mars, que la vie est une simulation Linux, on peut même imaginer que la couleur rouge devienne bleue, ou que 50% des humains seront myopes en 2050. Les auteurs de Star Trek ont eux imaginé un univers où l'humanité entière est fédérée et envoie des vaisseaux scientifiques parcourir l'univers. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette série, et pour ceux qui n'aiment pas cet univers ou la science-fiction, restez quand même, on va principalement parler d'économie. Parce que Star Trek, au-delà de sa faune, sa flore et son budget maquillage limité, propose une vision du futur assez riche. D'ailleurs, j'ai commencé à m'y intéresser après la lecture d'un livre, Trekonomics. C'est la référence quand on s'intéresse à l'économie de cet univers. C'est aussi le seul livre sur le sujet. Le premier épisode a été diffusé en 1966. En comptant les différentes séries, les films, les reboots, ça représente 550 heures, soit 23 jours de vidéo. Même si vous avez des vacances qui approchent, ça ne suffira pas, alors j'ai rencontré Manu Sadia, l'auteur de Trekonomics, et je lui ai demandé de nous en faire un résumé. Ça se passe au 23e siècle, 24e siècle, donc on est très en avance par rapport au présent. On a inventé le voyage intersidéral, interstellaire, plus rapide que la vitesse de la lumière, et on a rencontré des extraterrestres. Des gens, des petits hommes verts, des grands hommes verts, des types avec des oreilles pointues, tout ça. Et la société humaine, la Terre et ses différentes dépendances sont en fait réunies dans une grande fédération. Cette fédération a un fonctionnement particulier. C'est une organisation composée des habitants de la Terre et de beaucoup d'autres planètes. Les séries et films s'intéressent en particulier aux équipages des vaisseaux scientifiques qui voyagent un peu partout pour explorer en tentant de respecter une règle. Beverly, the Prime Directive is not just a set of rules. It is a philosophy, and a very correct one. History has proved again and again that whenever mankind interferes with a less developed civilization, no matter how well-intentioned that interference may be, the results are invariably disastrous. Les gens qui vivent dans l'univers de Star Trek et qui vivent dans la Fédération ne se comportent pas de la même manière que nous, aujourd'hui, qui vivons encore dans un monde économique. Le monde de Star Trek est un monde post-économique. On parle de ce qui est après l'économie, enfin plus précisément après le problème économique décrit par Keynes, l'économiste anglais du XXe siècle. La nuit des temps, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du problème économique, à savoir la répartition des ressources. Et il observe de manière assez correcte que, avec le progrès de l'industrialisation et l'accumulation de capital, on arrive à un point, on va arriver à un point où finalement la production de ressources et de nécessités devient triviale et ne deviendra plus un problème, donc tout le monde pourra bien se nourrir parce que la société sera socialement très très riche. Star Trek est en fait la projection de ce futur. La Fédération des planètes, telle qu'elle est décrite, est clairement arrivée à ce stade de développement. La rareté semble avoir été éradiquée, en partie grâce à une technologie, le réplicateur. Tu sais, c'est une machine à espresso, hein, c'est un machin comme ça, et tu te mets devant et puis tu lui dis je voudrais... Donc ça matérialise ce que tu veux en fait. Alors il y a des réplicateurs pour la bouffe, pour les habits. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Quantum bullshit ou falsificateur homéopathique, peu importe, par contre, cette machine bouleverse tout, dans le sens où elle élimine la rareté. D'un coup, tu peux avoir ton thé sans que personne n'ait à travailler pour le faire. Star Trek, c'est une société, c'est un monde où on est arrivé à la fin de la révolution industrielle, de l'autre côté de la révolution industrielle. C'est-à-dire que si tu regardes la révolution industrielle dans son étendue historique, c'est le remplacement graduel et l'augmentation graduelle du travail humain, donc physique, puis ensuite mental, par des machines, et qui multiplient la productivité humaine, et qui donc du coup qui multiplient les facteurs de production et qui nous permettent d'arriver à une croissance moyenne de 2% par an sur 250 ans, ce qui est totalement démentiel. C'est pour ça qu'on a une courbe qui va comme ça, de croissance économique. Avec cette technologie, la productivité du travail humain est multipliée par l'infini. Les objets peuvent être reproduits sans aucun coût si on oublie l'entretien. On arrive donc dans un monde d'abondance. Alors forcément, certains outils deviennent obsolètes. The economics of the future is somewhat different. You see, money doesn't exist in the 24th century. No money? You mean you don't get paid? Parce que fondamentalement, la monnaie n'est qu'une manière de gérer la rareté. Pour distribuer 3 pommes à 100 personnes,
On peut les vendre, organiser une file d'attente, créer une liste ou organiser un combat à mort. Le résultat sera le même, les pommes seront distribuées. La nature humaine, le hasard, son efficacité et un je ne sais quoi ont fait que l'outil argent est aussi répandu aujourd'hui. Mais l'argent sans rareté n'a plus vraiment d'intérêt puisqu'il n'y a plus besoin de distribuer. Du coup, la fédération s'est adaptée. Tout le monde est là, ils sont contents, ils se baladent dans la galaxie, c'est un peu la croisière, s'amuse quoi. Et puis de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais pour l'essentiel, ils font des recherches scientifiques. Des jolies étoiles, des anomalies gazeuses. C'est un monde profondément égalitaire où chacun a l'occasion de réaliser ce qu'il veut. Et si tu as envie de rien faire dans Star Trek, tu peux ne rien faire, tu peux être un freerider complet. Tout le monde s'en fout. C'est une société qui est profondément anarchiste dans ce sens-là. Et qui en même temps a les moyens de subvenir aux besoins de tout le monde. Un freerider, c'est celui qui profite de quelque chose sans devoir en supporter le coût, que ce soit un voyage en train sans payer le ticket ou une bonne note dans un travail de groupe sans avoir participé. Dans un contexte de rareté, c'est pas forcément la personne que tu veux avoir avec toi. Mais dans une société d'abondance, la fédération et ses habitants peuvent vivre sans avoir besoin d'être productifs. S'ils le souhaitent, ils peuvent passer le temps dans des sortes de planètes Club Med, après il faut aimer ça. Wasn't for me, you'd still be back there sitting in the sun, relaxing. And that happens to be why I came to Risa. Mais il y a besoin quand même d'un minimum de travailleurs, parce que le réplicateur ne fait pas tout. C'est pas cette technologie qui va s'occuper de son propre entretien, qui va faire avancer la science ou gérer la diplomatie de la Fédération avec les autres espèces qui peuplent cet univers. Il faut forcément que quelqu'un s'y colle. Mais qui? Et pourquoi faudrait-elle que cette personne se lève et travaille? Pourquoi faudrait-elle qu'elle s'engage dans une espèce de mission scientifique? Pourquoi faudrait-elle qu'elle s'expose à tous les dangers de l'univers? Et dans quel but? Pourquoi quiconque ferait ça dans une société idéale? Alors, si, il y a une raison de le faire, le savoir. On peut partir de l'hypothèse que c'est effectivement le savoir qui va les faire bouger, et pas de se mettre en danger pour se sentir vivre, important, ou parce que le Club Med après 2 jours, c'est quand même vraiment chiant. Dans tous les cas, on arrive à un point intéressant. Sur un vaisseau diplomatique ou scientifique, il y a un certain nombre de places, et surtout une seule place de capitaine. Si 2 personnes veulent cette place, alors on retrouve quelque chose que l'on connaît bien, la rareté. Pour ceux qui désirent explorer l'univers, les places sont chères, et c'est le retour du problème économique. Sauf que l'argent n'est pas forcément la meilleure manière d'attribuer une place de capitaine. Aujourd'hui aussi, on peut préférer que le pilote d'avion soit choisi pour sa qualification que son pouvoir d'achat. De projection et ce genre de comportement qui aujourd'hui sont liés à des motifs économiques pour l'essentiel. Là, ils ont été déplacés dans Star Trek, ils ont été déplacés vers la réputation et vers être la meilleure personne possible. Donc tu veux être le plus grand scientifique de la galaxie, tu veux être le meilleur capitaine. Et c'est là finalement où se concentrent les affects, en tout cas pour ceux qu'ils désirent, parce que pour l'essentiel, la population de la Fédération ils foutent pas grand-chose, hein, et ça va plutôt bien pour eux. C'est cette réputation qui donne la possibilité d'être à bord d'un vaisseau, qui permet d'aller là où personne n'a jamais été avant. Il faut la construire, passer par l'académie, être excellent, et la Fédération est une utopie très méritocratique, mais dans laquelle tout le monde a théoriquement les mêmes conditions matérielles. Et ces idées très politiques ne sont pas arrivées par hasard dans cet univers. Une des inspirations de Star Trek se trouve dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, Golden Age, qui est en fait une dizaine d'années entre 1939 et 1949, où tous les grands auteurs de science-fiction américains publiaient un peu dans les mêmes périodiques, les pulps, et donc on parle de Isaac Asimov, Robert Heinlein, Van Vogt, Ray Bradbury aussi, pareil. Donc le groupe des Futurians, c'était un groupe de fans de science-fiction qui ont décidé, donc Asimov et des gens comme ça, qui ont décidé d'écrire eux-mêmes de la science-fiction avec un programme politique très particulier qui était de promouvoir le progrès social, qui était plus ou moins communiste à l'époque, et de promouvoir le progrès social à travers la science-fiction et à travers une dépiction du futur où la science et la science dure, l'ingénierie, serait le moteur de la transformation sociale. Star Trek est créé en 1966. C'est l'apogée du rêve américain et de la peur de la bombe. Yuri Gagarin visite l'espace une centaine de minutes en 1961, et quelques années plus tard, Neil Armstrong fera un discours sur la différence entre les petits et les grands pas. L'électricité, l'eau courante, la mécanisation, l'exploration spatiale, les campagnes de vaccination, l'allongement de la durée de vie, tout arrive et se démocratise en même temps. Et si ce progrès ne s'arrêtait jamais? Et si en plus, il était moteur d'une profonde transformation sociale? Star Trek, très clairement,
adopte cette perspective-là, que la science-fiction a une portée et une fonction éducative presque, didactique, et que ce qui est enseigné, ce qui est transmis, c'est la valeur de la science et je dirais des valeurs des Lumières et du progrès. Pour revenir à l'univers de fiction, dans certains épisodes, l'utopie est en difficulté. Dans Next Generation, l'épisode Force of Nature évoque clairement une problématique que nous connaissons. Ça décrit comment l'utilisation de l'hyperespace ou du warp drive, donc de la propulsion ultraluminique, déchire la structure de l'espace-temps. Si tous les vaisseaux de l'univers ne réduisent pas leur vitesse, la possibilité de voyage interstellaire deviendra impossible dans le futur. Cette structure de l'espace-temps est un bien commun. C'est un bien non excluable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment empêcher son utilisation, et rival dans le sens où sa consommation actuelle empêche les utilisateurs futurs de la consommer. Le défi, c'est de trouver comment sauvegarder cette ressource. Tout le monde est perdant si elle disparaît, mais tout le monde gagne à l'utiliser le plus possible. Si ce problème ressemble vraiment à l'émission de CO2 dans l'atmosphère, c'est normal. Heureusement, la Fédération des planètes est une société utopique, ils vont forcément trouver la solution miracle. Ils prennent la décision de réduire la vitesse de leur vaisseau. C'est une démarche courageuse dans un sens parce qu'elle limite les capacités de la Fédération, mais est-ce pour autant une solution utopique? Parce que tous les vaisseaux hors de la Fédération ne se sont pas engagés à suivre cet exemple. Et on arrive au point où l'imagination des auteurs d'une série optimiste et utopique n'arrive pas à trouver de solution à un problème aussi réel qu'actuel, le changement climatique. Et ça montre bien la difficulté de la chose. Mais ce n'est pas le seul moment où l'utopie est mise en difficulté. Donc, la troisième série qui se passe sur une station au milieu de l'espace, où finalement est très intéressante puisque c'est là où la Fédération, le monde utopique, doit se confronter à la réalité de la galaxie où la plupart des gens ne vivent pas du tout dans l'utopie. On voit notamment apparaître une nouvelle race, les Ferengis, un gros coup pour le budget maquillage. Le plus important, c'est ce qu'ils apportent à la série, une caricature du capitalisme. Leur société est en fait gérée par un très long règlement. The ninth rule of acquisition clearly states that opportunity plus instinct equals profit. Ces règles ne permettent qu'un type de comportement, la recherche du profit. Une idée qui contraste avec celle de la Fédération. Pour rappel, No money. You mean you don't get paid? L'histoire des Ferengi, finalement, c'est une réflexion sur le rôle de la science-fiction dans le monde réel. À savoir que par effet de diffusion culturelle, en tous les cas, Star Trek, la Fédération, par diffusion culturelle et osmose et contact répété avec les capitalistes Ferengi, il les transforme. Donc il y a peut-être un commentaire là-dessus sur le rôle de la science-fiction dans le monde et sur le but de la science-fiction dans le monde, qui finalement renvoie aux futuriens et à Asimov et aux espoirs et aux idéaux des années 40 et du Golden Age de la science-fiction, donc de l'âge d'or. On peut assez facilement imaginer que les auteurs suggèrent que la Fédération a pu atteindre ce niveau d'abondance parce que ces réplicateurs sont au service de la société. Ils sont considérés comme des biens publics. Ça ressemble à des biens communs, mais différents. Déjà, les biens publics ne sont pas rivaux. Un feu d'artifice, par exemple, n'est pas vraiment rival. Il peut être consommé par une personne sans qu'une autre doive s'en priver. Il n'est pas excluable non plus, puisqu'il est difficile d'empêcher quelqu'un de regarder le ciel. Il y a plein d'exemples de biens publics, comme l'éclairage des routes, la recherche scientifique, Wikipédia ou le GPS. Le cas du GPS est d'ailleurs assez intéressant. In the 1960s, the United States military began working on the Global Positioning System. It became fully operational in 1995 and today is controlled by a small group of airmen from a tiny room in Colorado Springs, Colorado. L'utilisation de signaux GPS est disponible pour tous et le fait que j'utilise le service n'empêche personne d'autre de l'utiliser. Mais on aurait pu imaginer un autre modèle économique, une licence nécessaire à l'utilisation de ce service ou bien d'autres choses. En faisant du GPS un bien public, des milliards de personnes ont pu profiter et développer de nouveaux outils à partir de ce service. Bien sûr, tout ça pose beaucoup plus de questions que ça en apporte, parce que là on joue avec des idées radicales, de l'imagination pure. Les humains réels sont peut-être un peu moins sages que les habitants de la Fédération. La fin de la rareté n'est pas au programme et le réplicateur est une invention impossible. Enfin, ceux qui sont chauds pour écrire un pavé sur la thermodynamique, pour une fois, c'est votre moment. Mais il y a un aspect didactique et il y a un aspect j'allais dire warning, d'avertissement et de réflexion philosophique par rapport à qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un monde d'abondance. L'univers créé par cette série est une forme d'expérience de pensée. On peut s'en servir pour s'interroger sur les biens publics, sur ce qu'est une société d'abondance, sur le concept même de rareté. Et si on part du principe que la rareté diminue, comment voulons-nous adapter nos sociétés ? Pour une fois, le futur n'est pas un enfer dystopique. Entre les Black Mirror, Minority Report, Altered Carbon, Mad Max, Wall-E, Les Fils de l'Homme, Matrix, District 9 ou Metropolis, contrairement à tous ces univers, Star Trek permet de poser des réflexions économiques dans un univers beaucoup plus optimiste.
Notre futur utopique, c'est qu'1% des abonnés de Stupid Economics nous soutiennent d'1 € par mois. Il s'agit pour nous de toujours vous proposer des contenus comme ce que vous venez de voir, et ça sans partenariat commercial chelou, placement de produits ou autre opération spéciale. Live long and prosper. C'était Stupid Economics. Sur ce...